Le 3 décembre 2023, 14h47. Je me souviens de l'heure exacte, parce que c'est le moment où ma vie s'est brisée en deux. D'abord, il y a eu l'incompréhension, puis le déni. Ensuite, cette réalisation glaciale qui m'a transpercée comme un couteau. Les chiffres sur l'écran de mon téléphone ne mentent pas. L'ADN ne se trompe pas. 0% de correspondance avec la lignée paternelle. 50% de correspondance avec un inconnu en Allemagne. Je m'appelle Marie Dubois, j'ai 65 ans. Je suis née et j'ai grandi à Paris. Pendant 40 ans, j'ai enseigné la littérature française au lycée. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Une vie ordinaire. Une vie heureuse. Cet appartement dans le 11e arrondissement, c'est mon refuge depuis 30 ans. Sur ces murs, il y a l'histoire de ma famille. Chaque photographie est un souvenir, une encre, une preuve de qui je suis. Celle-ci, c'est ma préférée. J'ai 30 ans ici, j'enlace mon père. Papa. Pierre Dubois, professeur d'histoire, passionné de Beethoven. L'homme qui me lisait les contes de Perrault tous les soirs. Qui a pleuré à mon mariage. Qui a tenu la main de chacun de mes enfants le jour de leur naissance. Il est mort en 98, il y a 27 ans. Il me manque encore chaque jour. Ou plutôt, était-il mon père? Maman est décédée il y a 13 ans, en 2010. Louisa Dubois, née Moreau. Elle a vécu jusqu'à 87 ans. Une femme discrète, réservée. Elle ne parlait jamais de la guerre. Jamais. Quand j'essayais de poser des questions sur 43, 44, l'occupation, elle changeait de sujet. Un mur se dressait dans ses yeux. C'était il y a longtemps, Marie. Pourquoi remuer le passé? Après sa mort, j'ai hérité de toutes les archives familiales. Des cartons entiers. Lettres, photographies, documents. J'ai toujours aimé l'histoire, des formations professionnelles sans doute. Je me suis dit que j'allais enfin comprendre d'où je venais. J'ai commencé à trier, à classer. J'ai découvert des photos que je n'avais jamais vues. Maman jeune devant un café à Lille pendant la guerre. Des lettres de grand-mère. Des actes de naissance, de mariage. Tout un monde oublié. Et puis j'ai eu cette idée. Un test ADN. Pour la généalogie. C'était à la mode, tous mes collègues retraités en parlaient. Tu découvres des cousins que tu ne connaissais pas. Tu remontes jusqu'au Moyen-Âge. Ça me semblait amusant. Innocent. J'ai commandé le kit sur Internet. Une petite boîte bleue est arrivée par la poste. J'ai suivi les instructions. Un peu de salive dans un tube, je l'ai renvoyé. Et j'ai attendu 6 semaines. Je m'attendais à trouver des cousins en Bretagne, d'où venait la famille de papa. Peut-être quelques surprises amusantes, un ancêtre noble ou bohémien. J'imaginais déjà les conversations avec mes petits-enfants. Vous voyez, nous descendons de corsaires bretons. J'ai découvert bien plus que ça. Ce matin-là, début décembre, j'étais tranquillement installée avec mon café. Le soleil d'hiver entrait par la fenêtre. J'ai ouvert mon ordinateur, vérifié mes emails. Il était là. Vos résultats sont prêts. J'ai cliqué avec un petit sourire d'anticipation. La page s'est chargée. D'abord, l'origine ethnique. 45% française. Normal. Mais ensuite, 30% allemande. J'ai froncé les sourcils. Allemande? Il devait y avoir une erreur. Puis j'ai fait défiler vers le bas. La section correspondance ADN. Et là, en première position, Klaus Hoffmann. 50% d'ADN partagé. Relation frère ou sœur. J'ai relu. Encore. Et encore. Klaus Hoffmann. Munich, Allemagne. 78 ans. Mon frère. Comment est-ce possible? Je suis fille unique. J'ai toujours été fille unique. J'ai continué à lire, les mains tremblantes. Ma tante Jeannette apparaissait bien dans les résultats. 25% de correspondance, ligne maternelle. Tous mes cousins du côté de maman étaient là. Mais du côté paternel? Rien. Aucune correspondance avec la famille Dubois que je connaissais depuis l'enfance.
les oncles, les cousins de papa, tous ceux avec qui j'avais passé les dimanches de mon enfance. Rien. 0%. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai essayé de respirer calmement. Il devait y avoir une explication logique. Une erreur de laboratoire. Un bug informatique. Mais au fond de moi, je savais. Les chiffres ne mentent pas. Je me suis levée, j'ai marché vers le mur de photographie. J'ai regardé mon père, là, souriant, me tenant dans ses bras. J'ai cherché des ressemblances. Ses yeux marrons. Les miens sont bleus. Ses cheveux noirs. Les miens ont toujours été clairs, blonds dans l'enfance. Tu ressembles à ma grand-mère, disait maman quand j'étais petite. Du côté Moréo. Les yeux bleus viennent de là, mentait-elle? Ou protégeait-elle quelque chose? J'ai décroché la photo du mur. Au dos, l'écriture de maman. Pierre et Marie, été 1988. Ma petite fille chérie avec le meilleur papa du monde. Le meilleur papa du monde. C'était vrai. Il l'était. Dans tous les sens qui comptent, il était mon père. Mais biologiquement, mon père biologique était un inconnu en Allemagne, Klaus Hoffmann, qui avait 78 ans. Si Klaus a 78 ans et moi 65, cela signifie que nous avons 13 ans d'écart. Nous avons le même père, mais pas la même mère. Son père, notre père, a eu Klaus en Allemagne en 47. Et moi en France en 58. Non. Attendez. J'ai relu ma date de naissance. Novembre 44. 44. Pendant la guerre. Pendant l'occupation. Mon esprit s'est mis à tourner. Maman à Lille pendant la guerre. Un homme allemand. Ou soldat. Ou un officier. Maman aurait eu une liaison avec l'ennemi. En France, on a un mot pour ces femmes. Collaboratrices horizontales. Après la libération, elles ont été tendues, humiliées publiquement. J'ai vu les photos dans mes cours d'histoire. Des femmes au crâne rasé traînées dans les rues. Maman aurait été l'une d'elles. Je me suis effondrée sur le sol, le dos contre le mur, tenant la photographie. Les larmes sont venues. Pas de colère. Pas encore. Juste du choc. De l'incompréhension. De la perte. Qui suis-je si je ne sais pas d'où je viens? Après un long moment, je ne sais pas combien de temps, je me suis relevée. Je suis retournée à l'ordinateur. J'ai cliqué sur le profil de Klaus Hoffmann. Une photo est apparue. Un homme âgé, cheveux gris, yeux bleus, des yeux comme les miens. Il y avait un bouton « Envoyer un message ». J'ai commencé à taper. Effacer. Recommencer. Comment commence-t-on une lettre à un frère qu'on ne connaît pas? Comment dit-on « Bonjour, nous partageons un père ». Parle-moi de lui. Finalement, j'ai écrit simplement « Bonjour Klaus ». Je m'appelle Marie. Selon ce test ADN, nous sommes demi-frères et sœurs. Je ne savais rien de vous jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais beaucoup vous parler. Pourriez-vous me dire qui était notre père? Mon doigt a hésité au-dessus du bouton « Envoyer ». Une fois renvoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. La vérité commencerait à émerger. Et j'avais peur de ce que j'allais découvrir. Mais je devais savoir. J'ai cliqué. Message envoyé. Et maintenant, j'attends. 3 jours. J'ai attendu 3 jours sans réponse. 3 jours à regarder mon téléphone toutes les 10 minutes. À ouvrir l'ordinateur, à rafraîchir la page. Rien. J'ai failli devenir folle. Je ne dormais plus. Je tournais en rond dans l'appartement. Mes enfants ont appelé. J'ai prétendu avoir un rhume pour ne pas les voir. Comment leur expliquer? Bonjour mes chéris, votre grand-père n'était pas vraiment mon père. Vous avez un grand-oncle en Allemagne que nous ne connaissons pas. Non. Pas encore. D'abord, je devais comprendre. J'ai appelé tante Jeannette. Elle a 89 ans maintenant, la sœur de maman. Si quelqu'un savait quelque chose, ce serait elle. Elles étaient proches pendant la guerre. Très proches. Au téléphone, ma voix tremblait. Tante Jeannette, j'ai besoin de te parler. De maman. De la guerre. C'est important. Un long silence. Puis sa voix, fragile mais claire.
Marie, ma chérie, viens me voir. Demain, il y a des choses que ta mère m'a fait promettre de ne jamais dire. Mais elle n'est plus là. Et tu as le droit de savoir. Le lendemain matin, j'ai pris le métro jusqu'à Montreuil. Tante Jeannette vit dans une maison de retraite depuis 5 ans. Un endroit propre, lumineux, mais qui sent la vieillesse et les souvenirs. Elle m'attendait dans sa chambre, assise dans son fauteuil, près de la fenêtre. Sur la table, elle avait sorti une vieille boîte en métal. Une boîte à biscuits que je reconnaissais de mon enfance. « Assieds-toi, Marie, » elle m'a dit. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, des photographies, des lettres, des documents jaunis. « Ta mère, a-t-elle commencé doucement, a été la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue et la plus secrète. Elle portait un poids toute sa vie, un secret qu'elle ne voulait pas que tu découvres. Mais aujourd'hui, avec ces tests ADN modernes, je suppose que les secrets ne restent plus enterrés. Mon cœur battait si fort. Dis-moi. En 43, elle a continué. Louisa travaillait dans un café à Lille. Le Coq d'Or. J'y travaillais aussi en cuisine. Les Allemands venaient souvent. Des officiers surtout. On n'avait pas le choix, tu comprends. Refuser de les servir, c'était s'attirer des problèmes. Elle a sorti une photo. Maman, jeune, magnifique, devant un café. 20 ans peut-être. Il y avait un officier. Un lieutenant. Il venait régulièrement. Friedrich, il s'appelait? Friedrich Hoffmann. Le nom m'a frappé comme une gifle. Hoffmann? Klaus Hoffmann. Il n'était pas comme les autres, a poursuivi tante Jeannette. Il parlait français. Il aimait la poésie. Il était gentil. Ta mère a essayé de résister. Vraiment? Mais la guerre rend tout compliqué. Les sentiments ne respectent pas les uniformes. Elle l'aimait. Ma voix était à peine un murmure. Oui, et je crois qu'il l'aimait aussi. Il avait une femme en Allemagne, un fils. Mais avec Louisa, c'était différent. Ils se voyaient en secret. Pendant des mois, les larmes coulaient sur mes joues. Et moi, tu es née de cet amour, Marie? En novembre 44. Mais Friedrich était déjà mort. Tué en août pendant la retraite allemande. Ta mère a appris sa mort par des canaux souterrains. Elle était enceinte de 6 mois. Tante Jeannette a pris ma main. Sa peau était fine comme du papier. Ta mère avait terrifié. Après la libération, les femmes qui avaient eu des relations avec des Allemands étaient punies. Tendues. Humiliées. Battues. Certaines ont été tuées. Louisa portait l'enfant de l'ennemi. Pierre, j'ai murmuré. Papa Pierre. Pierre Dubois était un ami de notre famille. Un bon homme. Il était dans la résistance. Il aimait Louisa depuis toujours. Quand elle lui a tout raconté, désespéré, il a accepté de l'épouser. De te reconnaître comme sa fille. De porter ce secret toute sa vie. Je pleurais maintenant sans retenue. Il le savait? Papa savait? Oui. Il a toujours su. Et il t'a aimé comme sa propre chair. Peut-être même plus parce qu'il avait choisi de t'aimer. L'amour choisi est parfois le plus fort. Nous sommes restées assises en silence pendant un long moment. Tante Jeannette me caressait les cheveux comme quand j'étais petite. Ta mère m'a fait jurer de ne jamais te le dire. Elle avait trop honte. Pas de toi, jamais de toi, mais de ce qu'elle avait fait. De qui était ton père? Elle avait peur que tu la haïsses. Je ne la hais pas, j'ai dit à travers mes larmes. Je comprends. La guerre, l'amour, la survie. Comment pourrais-je la juger? Tante Jeannette m'a donné la boîte. Prends ceci. Il y a des photos. Une lettre que Friedrich a envoyée à Louisa avant de mourir. Elle l'a gardée toute sa vie, cachée. Lila. Tu méritais de connaître ton père biologique, même s'il n'est plus là. Je suis rentrée chez moi avec la boîte serrée contre ma poitrine. Une fois dans mon appartement, j'ai tout étalé sur la table. Des photos de maman jeune. Une du café Le Coq d'Or. Et puis,
Une photo floue, prise de loin, maman et un homme en uniforme allemand marchant ensemble dans un parc. On voit leur profil. Ils se regardent. L'amour est évident même sur cette vieille photo granuleuse. La lettre. Enveloppe jaunie, timbre allemand. Adressée à Mademoiselle Louisa Moreau. Datée d'août 44. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. L'écriture était élégante, en français. Ma chère Louisa, tout s'effondre autour de nous. Nous battons en retraite. Je ne sais pas si je te reverrai. La guerre est presque finie, mais je crains qu'elle ne me prenne avant. Je veux que tu saches que ces mois avec toi ont été les seuls moments de lumière dans cette obscurité. Tu m'as rappelé qu'il existe encore de la beauté dans ce monde. Je t'aime. Si je survis, je reviendrai. Je divorcerai. Nous construirons une vie ensemble. Mais si je ne reviens pas, sache que mon dernier mot sera ton nom. À jamais tiens, Friedrich. J'ai pleuré sur cette lettre. Pour ma mère qui l'a portée en secret pendant 66 ans. Pour Friedrich qui est mort sans savoir qu'il aurait une fille. Pour Pierre qui a aimé assez fort pour élever l'enfant d'un autre homme. Le 4e jour, la notification est arrivée. Klaus Hoffmann avait répondu. « Chère Marie, je suis bouleversé mais aussi étrangement heureux. J'ai toujours été fils unique. Apprendre à 78 ans que j'ai une sœur est un choc, mais un beau choc. Mon père, notre père, était Friedrich Hoffmann, lieutenant dans la Wehrmacht. Il est mort en France en août 44. J'avais 3 ans. Je ne l'ai jamais connu. Ma mère ne s'est jamais remariée. Elle est morte il y a 10 ans. Elle parlait peu de lui, mais avec beaucoup d'amour. Dans ces dernières années, elle a mentionné qu'il écrivait des lettres différentes vers la fin, qu'il semblait avoir trouvé quelque chose, quelqu'un, qui lui donnait de l'espoir. Je comprends maintenant. C'était ta mère. J'aimerais te rencontrer. Peux-tu venir en Allemagne? Ou je peux venir à Paris? Nous avons beaucoup à nous dire. Ton frère, Klaus, ton frère. J'ai un frère. À 65 ans, j'ai découvert que j'ai un frère. Nous avons échangé des messages pendant 2 semaines. Des photos, des histoires. Klaus m'a envoyé des images de notre père jeune avant la guerre. Friedrich Hoffmann a 20 ans devant l'université de Munich. Professeur de musique amoureux de la littérature française. Un homme cultivé, doux, qui détestait la violence. Il a été enrôlé en 42, m'a écrit Klaus. Il n'avait pas le choix. Ma mère disait qu'il pleurait la nuit avant de partir. Il ne voulait pas de cette guerre. J'ai regardé ses photos pendant des heures, cherchant mon propre visage dans le sien. Les yeux bleus, la forme du nez, le sourire timide. Oui, j'étais sa fille. C'était indéniable. Klaus a proposé de venir à Paris. Je veux voir où tu vis, où notre père a connu ta mère. Je veux comprendre cette partie de son histoire que je n'ai jamais connue. Le jour de son arrivée, j'ai attendu à l'aéroport Charles de Gaulle avec une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis mes 16 ans. Comment reconnaît-on un frère qu'on n'a jamais vu? Comment embrasse-t-on un étranger qui partage votre sang? Il est sorti de la zone d'arrivée avec une petite valise. Grand, les cheveux gris, des lunettes. Il portait un manteau sombre. Et quand nos yeux se sont croisés, nous nous sommes reconnus immédiatement. Nous nous sommes arrêtés à 2 mètres l'un de l'autre. Puis il a souri. Un sourire que je connaissais. Le sourire de notre père sur les photos. Marie, Klaus, nous nous sommes avancés. Une accolade maladroite au début. Puis plus forte. 2 étrangers, 2 orphelins, réunis par un secret enfoui pendant 80 ans. Tu lui ressembles, a-t-il dit en allemand, puis en français hésitant. À notre père. Les yeux. Toi aussi, j'ai répondu. Et c'était vrai. Nous sommes allés dans un café près de l'aéroport. Nous avions besoin de parler avant d'aller plus loin. Sur la table, entre nous, j'ai étalé tout ce que j'avais. Les photos de maman, la lettre de Friedrich, les documents de tante Jeannette. Klaus a pris la lettre avec précaution, comme une relique sacrée.
Il l'a lu lentement. Quand il a terminé, il avait les yeux rouges. Ma mère ne savait rien de cela. De ta mère. De toi. Si elle avait su, qu'est-ce qui aurait changé? J'ai demandé doucement. Ton père est mort avant ma naissance. Ma mère a dû survivre dans un pays qui aurait voulu la punir. Parfois, les secrets protègent. Il a hoché la tête. Ma mère est morte en 2015. Elle a parlé de mon père seulement vers la fin. Elle disait qu'il était différent des autres, qu'il lisait Baudelaire et Victor Hugo, qu'il détestait l'uniforme qu'on l'obligeait à porter. Nous avons parlé pendant des heures. De nos vies, de nos enfants, de nos carrières. Lui, ingénieur à Munich. Marié 50 ans, veuve depuis 3 ans. 2 enfants, 5 petits-enfants. Ils vont être choqués, a-t-il ri. Papa a une sœur française. Ils vont adorer ça. Le lendemain, nous sommes allés à Lille. Ensemble. 2 enfants de la guerre cherchant les traces de leurs parents. La rue où se trouvait le Coq d'Or existe encore. Le café a fermé dans les années 60. C'est maintenant une boutique de vêtements. Nous nous sommes tenus devant, silencieux. Ici, j'ai murmuré. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Ici que tout a commencé. Klaus a sorti une vieille photo de son portefeuille. Notre père en uniforme. Il se tenait peut-être exactement à cet endroit, regardant à l'intérieur. Voyant ta mère pour la première fois, nous avons marché dans les rues de Lille. La ville a changé, bien sûr. Mais certains bâtiments sont les mêmes. L'église où maman et Pierre se sont mariés en avril 44. La gare où Friedrich a dû prendre un train pour son dernier déploiement. Puis nous avons fait le voyage le plus difficile. À Normandie, au cimetière militaire allemand de Lacambe. 40 000 soldats allemands y sont enterrés. Des rangées infinies de croix sombres. Un lieu de silence et de deuil. Nous avons cherché parmi les registres. Et nous l'avons trouvé. Friedrich Hoffmann, lieutenant, mort le 12 août 1944. Tombe numéro 3217. Nous avons marché entre les tombes. Klaus tenait mon bras. Nous ne parlions pas. Quand nous avons trouvé la pierre tombale simple, sombre, avec son nom gravé, nous nous sommes arrêtés. Klaus a posé sa main sur la pierre. Papa, va-t-il murmurer en allemand. Ich bin hier. Wir sind hier. Tes enfants sont venus te voir. J'ai posé les fleurs que j'avais apportées, des roses blanches. Pour un homme que je n'ai jamais connu mais qui m'a donné la vie. Tu ne savais pas pour moi, j'ai dit à la pierre. Tu es mort en pensant que Klaus était ton seul enfant. Mais j'étais là, dans le ventre de maman. J'étais là, les larmes coulaient. Pour lui, pour maman, pour toutes les vies brisées par cette guerre stupide. Klaus m'a entouré de son bras. Il aurait été fier de toi. Un professeur comme lui. Tu lui ressembles plus que tu ne le sais. Nous sommes restés longtemps, parlant à voix basse, racontant nos vies à cet homme mort depuis 80 ans. Klaus lui a parlé de sa carrière, de ses enfants. Je lui ai parlé de maman, de Pierre, de la vie qu'il m'avait donnée. Tu vois, j'ai dit finalement, maman t'aimait. Elle a gardé ta lettre toute sa vie, cachée mais précieuse. Elle ne t'a jamais oublié. Et moi, ton enfant, elle m'a élevé avec tout son amour, même si je lui rappelais chaque jour ce qu'elle avait perdu. Sur le chemin du retour vers Paris, Klaus a été silencieux longtemps. Puis il a dit « J'ai grandi en pensant que mon père était un soldat allemand mort en France. Un ennemi pour les Français. Mais aujourd'hui je comprends. Il n'était pas qu'un soldat. Il était un homme. Un homme qui est tombé amoureux, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et de cet amour impossible, tu es né. C'est beau d'une certaine façon. Tragique aussi, j'ai ajouté. Oui, tragique et beau, comme beaucoup de choses dans la vie. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai montré à Klaus les photos de Pierre. Mon papa, l'homme qui m'a élevé, lui aussi était un héros, a dit Klaus. Différemment de notre père. Il a choisi l'amour plutôt que le jugement.
Il t'a sauvé, toi et ta mère. C'est un acte d'un courage immense. J'ai eu 2 pères, j'ai dit. Un qui m'a donné la vie sans le savoir. Un autre qui m'a donné son nom et son amour en toute connaissance. Je suis une fille chanceuse, au fond. Klaus a levé son verre de vin. À nos pères. Aux 2. À Friedrich qui aimait ta mère. À Pierre qui vous a sauvé. À tous les hommes bons pris dans une guerre mauvaise. À nos pères, j'ai répété. Nous avons trinqué. Un frère et une sœur. Allemands et français. Enfants de la guerre et messagers de la paix. Avant de partir, Klaus m'a dit « Viens en Allemagne. Rencontre ta famille allemande. Mes enfants, tes neveux et nièces. Les petits-enfants de Friedrich. Il aurait voulu que nous soyons unis, je crois. Je viendrai, j'ai promis. Nous sommes une famille, maintenant. Rien ne peut changer ça. 2 jours après le départ de Klaus, j'ai convoqué mes enfants. Sophie et Thomas, 42 et 39 ans. Ils sont venus ensemble, inquiets. Je ne les avais jamais appelés ainsi, avec cette voix grave et mystérieuse. Ils se sont assis dans mon salon, sur le canapé où ils ont grandi, où leur grand-père Pierre leur lisait des histoires, où nous avons été une famille. Maman, qu'est-ce qui se passe? Sophie avait peur. Tu es malade? Non, ma chérie. Je ne suis pas malade. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. Sur votre grand-père. Sur moi. Sur qui nous sommes. Et je leur ai tout raconté. Le test ADN. Klaus. Friedrich. Maman et l'officier allemand. Le secret gardé pendant 65 ans. Ils m'ont écouté en silence. Sophie pleurait doucement. Thomas était figé, bouche ouverte. Quand j'ai terminé, un long silence. Puis Thomas a dit « Donc grand-père Pierre n'était pas ton père biologique? Non. Mais il était mon père dans tous les sens qui comptent. Il m'a élevé, aimé, protégé. Il a choisi d'être mon père. Et c'est plus fort que le sang. » Sophie a pris ma main. Grand-mère, avec un soldat allemand pendant la guerre. Mon Dieu, elle a dû être terrifiée. Elle l'était. C'est pour ça qu'elle n'en a jamais parlé. La honte, la peur, le jugement. Mais nous avons un oncle? Thomas essayait de comprendre. Un oncle allemand? Oui. Klaus. Votre oncle. Et il a des enfants. Vous avez des cousins en Allemagne. Une famille entière que nous ne connaissions pas. Sophie a regardé les photos que j'avais étalées sur la table. Friedrich en uniforme. Klaus et moi devant la tombe. La lettre d'amour jaunie. C'est incroyable, elle a murmuré. Toute cette histoire cachée. Grand-mère portait ça seule toute sa vie. Je veux le rencontrer, a dit Thomas brusquement. Klaus? Mon oncle. Je veux connaître cette partie de nous. Moi aussi, a ajouté Sophie. Quand parents en Allemagne, j'ai souri à travers mes larmes. Mes enfants, si ouverts, si généreux. Bientôt, Klaus nous invite. Toute la famille. 1 mois plus tard, nous sommes partis pour Munich. Sophie, Thomas, moi et même 2 de mes petits-enfants. Clara, 16 ans et Julien, 14 ans. Dans le train traversant l'Alsace, puis la frontière allemande, j'ai pensé à maman. Elle a fait ce trajet en sens inverse, fuyant un amour impossible, portant un secret qui allait la hanter toute sa vie. Tu vois, maman, j'ai murmuré à la fenêtre, je ne fuis pas. Je vais vers lui, vers sa famille, vers notre histoire. Tu n'as pas à avoir honte. Plus maintenant. Klaus nous attendait à la gare de Munich. Avec lui, ses 2 enfants, Marcus et Anna. La cinquantaine, souriant, nerveux. Les présentations étaient étranges et merveilleuses. Voici ta tante Marie de France. Voici tes cousins allemands. Des mots qui auraient semblé impossibles il y a 6 mois. Nous sommes allés chez Klaus, une belle maison dans un quartier calme de Munich. Sur les murs, des photos de Friedrich jeune. Mon père que je n'ai jamais connu. Marcus avait préparé un album généalogique. Regarde, tante Marie.
Voici ton grand-père paternel. Hans Hofmann, professeur de mathématiques. Et voici ta grand-mère, Greta. Elle jouait du piano. Je regardais ses visages. Mes ancêtres. Une histoire allemande dont j'ignorais tout. Anna avait cuisiné un festin. Des plats allemands et français mélangés. Pour honorer les deux côtés de la famille, elle a expliqué. À table, nous étions 15. Français et Allemands. 3 générations réunies par un secret devenu lumière. Klaus a levé son verre. Il y a 80 ans, nos pays étaient en guerre. Mon père et la mère de Marie se sont aimés malgré les uniformes, malgré la haine. Ils ont payé cher cet amour. Mais regardez aujourd'hui. Regardez cette table. Leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ensemble, en paix, c'est leur victoire. L'amour a gagné finalement. Nous avons trinqué. Des larmes, des rires, des embrassades. Clara, ma petite fille, a posé une question innocente. Grand-mère, tu es française ou allemande maintenant? Les deux, ma chérie. Je suis les deux. Et c'est magnifique. Le lendemain, Klaus nous a emmenés à la maison d'enfance de Friedrich, un immeuble ancien dans le centre de Munich. Nous sommes montés au 3e étage. Une plaque, famille Hoffmann 1920-1942. Il a grandi ici, a dit Klaus. Il jouait du piano dans ce salon. Il lisait Goethe Schiller et Hugo Baudelaire en français. Il rêvait de Paris. Il y est allé, j'ai dit doucement. D'une certaine façon. Par amour. Nous avons visité l'université où Friedrich enseignait avant la guerre. La salle de concert où il jouait. Klaus avait retrouvé d'anciens collègues, maintenant très âgés, qui se souvenaient de lui. Un homme bon, a dit un vieux professeur de 90 ans. Friedrich détestait les nazis. Il a été forcé de s'enrôler. Il est parti en pleurant. Beaucoup d'entre nous ont pleuré. Ces témoignages donnaient chair à l'homme sur les photos. Mon père n'était pas qu'un soldat ennemi. Il était un professeur pacifiste, un amoureux de la culture, pris dans une machine de mort qu'il n'avait pas choisie. Un soir, seul avec Klaus sur sa terrasse, j'ai demandé « Tu m'en veux ?» À maman, pour avoir été l'autre femme, Klaus a réfléchi longtemps. Ma mère a souffert. Élever un enfant seul, en Allemagne d'après-guerre, n'était pas facile. Mon père lui manquait terriblement. Mais non, je n'en veux pas à ta mère. La guerre crée des situations impossibles. Mon père était déjà marié quand il a rencontré Louisa. C'était compliqué. Immoral peut-être selon certains standards. Mais qui sommes-nous pour juger l'amour en temps de guerre? Maman aussi a souffert, j'ai dit. Toute sa vie, elle a porté ce poids. La culpabilité, la peur d'être découverte. Elle n'a jamais pu parler de l'homme qu'elle aimait. Imagine, aimer quelqu'un si fort et devoir faire semblant qu'il n'a jamais existé. Elles ont toutes les deux aimé le même homme, a dit Klaus. Ma mère en Allemagne, ta mère en France. Toutes les deux veuves de guerre, toutes les deux gardant ses secrets. D'une certaine façon, elles étaient sœurs dans le chagrin. Cette pensée m'a bouleversée. Si elles s'étaient rencontrées après la guerre, tu crois qu'elles auraient déjà pu être amies? Peut-être. Ou peut-être que la douleur aurait été trop grande. Nous ne le saurons jamais. Le dernier jour à Munich, toute la famille a fait une chose symbolique. Nous avons planté un arbre dans le jardin de Klaus. Un chêne. Pour Friedrich, a dit Marcus. Et pour Louisa. Et pour Pierre aussi, qui a eu le courage d'aimer l'enfant d'un autre. Nous avons tous mis nos mains sur la jeune pousse. Français et Allemands. Enfants de la guerre devenus messagers de réconciliation. En rentrant à Paris, dans le train, Thomas m'a dit « Tu sais, maman, cette histoire change qui nous sommes. Nous ne sommes plus seulement Français. Nous sommes Européens. Nous portons l'histoire de la guerre, mais aussi l'espoir de la paix. » Sophie a ajouté « Grand-mère Louisa nous a laissé un cadeau finalement. Pas juste un secret. Une famille. Une histoire. Une leçon sur l'amour qui transcende les frontières. » J'ai regardé par la fenêtre du train.
Les paysages défilaient, Allemagne, Alsace, France. Des frontières qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Maman, j'ai murmuré dans le silence de mon cœur, tu vois, ton secret est devenu notre force. Ta honte est devenue notre fierté. Friedrich n'est plus un ennemi caché. Il est mon père. Et je peux enfin le dire à voix haute. Le train avançait vers Paris. Vers chez moi. Mais chez moi avait changé. Il était maintenant plus grand. Il incluait Munich. Il incluait Klaus et toute sa famille. J'avais 65 ans. Et pour la première fois, je me sentais complète. De retour à Paris, j'ai eu besoin de solitude. Mes enfants voulaient rester, parler, analyser tout ce que nous avions vécu. Mais j'avais besoin d'être seule avec mes pensées. Avec mes deux pères, avec ma mère. Je suis allée au cimetière du Père-Lachaise. Par un matin gris de février. Le froid mordait, mais je m'en fichais. J'ai marché entre les tombes anciennes jusqu'à la concession familiale. Pierre et Louisa Dubois, enterrés ensemble depuis 2010. Leurs noms gravés côte à côte sur la pierre grise. Je me suis agenouillée devant la tombe. J'ai posé ma main sur le marbre froid. « Papa !» j'ai commencé. Ma voix tremblait. « Papa Pierre, je sais maintenant. Je sais ce que tu as fait pour moi. Pour maman. Le sacrifice que tu as fait. » Le vent soufflait entre les arbres. Quelques feuilles mortes tournoyaient. Tu n'étais pas obligé. Tu aurais pu épouser quelqu'un d'autre, avoir tes propres enfants. Mais tu nous as choisis. Moi, le bébé d'un autre homme. Maman, avec son secret terrible. Tu nous as sauvés. Les larmes coulaient librement maintenant. Quand tu me berçais le soir, quand tu m'apprenais à faire du vélo, quand tu m'as conduite à l'hôtel le jour de mon mariage, tu savais. Tu as toujours su que je n'étais pas ta fille biologique. Mais tu ne m'as jamais fait sentir différente. Jamais je me suis souvenue de mon enfance. Papa qui rentrait de l'école, ses lunettes sur le nez, toujours un livre sous le bras. Il s'asseyait dans son fauteuil et je grimpais sur ses genoux. « Raconte-moi une histoire, papa. » Et il racontait. Napoléon, Jeanne d'Arc, la Révolution. Il rendait l'histoire vivante. Tu vois, Marie, l'histoire n'est pas faite que de grands hommes. Elle est faite de choix quotidiens, de gens ordinaires qui décident d'être courageux. C'était lui. Un homme ordinaire qui avait fait un choix extraordinaire. Je me souvenais de mes 7 ans. Je courais dans le jardin de notre maison à Montreuil. Je suis tombée, je me suis écorché le genou. Papa est sorti en courant, m'a prise dans ses bras. Ce n'est rien, ma puce. Papa, il est là. Papa va arranger ça. Il m'a soignée avec une tendresse infinie. Il a soufflé sur le bobo. Tu vois? Ça va déjà mieux. Papa va toujours me protéger, j'avais demandé. Toujours. Tant que je vivrai, je te protégerai. Et il l'a fait. Jusqu'à son dernier souffle. Je me souvenais de mes 15 ans. J'étais en pleine crise d'adolescence. Je lui avais crié. Tu ne me comprends pas. Tu ne comprends rien. Il était resté calme. Tu as raison. Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. Et cet amour ne changera jamais, quoi que tu dises ou fasses. Maintenant, je comprenais la profondeur de ces mots. Son amour était un choix. Chaque jour, il choisissait de m'aimer. Ce n'était pas le sang. C'était plus fort que le sang. Maman, j'ai dit en tournant mon regard vers son nom sur la pierre. Maman, je te comprends maintenant. Pourquoi tu ne parlais jamais de la guerre? Pourquoi tu changeais de sujet quand j'insistais? Pourquoi, parfois, je te trouvais en train de pleurer seule dans ta chambre? J'imaginais maman à 20 ans. Belle, vivante, amoureuse d'un homme qu'elle ne devrait pas aimer. L'uniforme ennemi. Le danger. La passion plus forte que la raison. Tu l'aimais vraiment, Friedrich. Ce n'était pas juste de la survie. C'était de l'amour véritable. Et quand il est mort, une partie de toi est morte avec lui. Mais elle avait continué. Pour moi, pour son bébé à naître. Tu as épousé Pierre. Tu as fait semblant toute ta vie. Chaque jour, tu voyais son visage et tu pensais à l'autre. Comment as-tu fait?
Comment as-tu porté ce poids pendant 66 ans? Le courage de ma mère me bouleversait. Elle avait choisi la survie. Elle m'avait protégée du jugement, de la honte, de la violence de l'après-guerre. Je me souvenais de ses derniers jours à l'hôpital. Cancer du poumon, stade 4. Elle avait 87 ans. Je tenais sa main. Marie, elle avait murmuré « Pardonne-moi ». Te pardonner quoi, maman? Tu as été une mère merveilleuse. Pour tout. Pour les secrets. Pour les mensonges. Pour tout. Je n'avais pas compris alors. Maintenant, oui. Je te pardonne, maman, j'ai dit à la tombe. Non, attends. Il n'y a rien à pardonner. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as survécu. Tu m'as protégé. Tu as aimé 2 hommes, chacun à sa manière. Friedrich qui t'a donné la passion. Pierre qui t'a donné la sécurité. Les 2 étaient réels. J'ai sorti de mon sac la vieille photo. Maman et Friedrich dans le parc. Je l'ai regardé longtemps. Tu étais si belle. Et lui aussi. Je vois l'amour sur cette photo. Je vois pourquoi tu ne pouvais pas résister. La guerre rendait tout intense, urgent. Vous saviez que chaque jour pouvait être le dernier. Alors vous avez aimé avec toute votre force. J'ai embrassé la photo, puis je l'ai glissée dans ma poche. Un trésor privé? Une preuve que ma mère avait été jeune, amoureuse, vivante. Vous êtes tous les 2 mes parents, j'ai dit au marbre froid. Toi, Pierre, qui m'as élevé avec une tendresse infinie. Toi, Louisa, qui as porté le poids de 2 amours. Vous m'avez faite. Ensemble. Et j'ai eu de la chance. Tellement de chance. Une femme âgée passait entre les tombes, portant des fleurs. Elle m'a jeté un coup d'œil, a vu mes larmes, a hoché la tête avec compréhension. Ici, au cimetière, tout le monde pleure. J'ai pensé à Friedrich enterré en Normandie. 3 pères, d'une certaine façon. 3 hommes qui ont façonné mon existence. Friedrich m'a donné la vie. Pierre m'a donné l'amour. Et ensemble, avec maman, ils m'ont donné une histoire compliquée, douloureuse, mais finalement belle. Je vais bien, j'ai dit à la tombe. J'ai rencontré Klaus. Ton secret est sorti, maman, mais ça va. Les enfants savent. Ils comprennent. Ils ne te jugent pas. Personne ne te juge. Le soleil perçait enfin à travers les nuages. Un rayon de lumière est tombé sur la pierre tombale. Tu peux te reposer maintenant. Le secret n'existe plus. Il est devenu une histoire. Notre histoire. Une histoire de guerre, d'amour, de sacrifice et de survie. J'ai posé des fleurs. Des roses blanches pour maman. Des œillets rouges pour papa Pierre. Merci, j'ai murmuré. Merci de m'avoir donné la vie. De m'avoir protégé. De m'avoir aimé. Vous êtes tous les 2 des héros à vos façons. Et je suis fière d'être votre fille. En marchant vers la sortie du cimetière, je me suis sentie plus légère. Comme si un poids que je ne savais pas porter s'était envolé. J'avais 65 ans. J'avais découvert un frère, une famille allemande, un père que je n'ai jamais connu. J'avais compris les sacrifices de ma mère et l'amour immense de mon papa, et maintenant je pouvais avancer. Pas en effaçant le passé, mais en l'embrassant. Toute la complexité, toute la douleur, toute la beauté. En sortant du cimetière, j'ai allumé mon téléphone. Un message de Klaus. « Comment vas-tu, petite sœur ?» Petite sœur. Ces mots me réchauffaient le cœur. J'ai répondu « Je vais bien, grand frère. » Je suis allée voir maman et papa aujourd'hui. Je leur ai tout dit. Je crois qu'ils sont en paix maintenant. Moi aussi, la vie continuait. Avec ses secrets révélés. Avec ses familles reconstruites. Avec son histoire compliquée qui devient finalement une histoire d'amour. J'ai marché vers le métro. Le soleil brillait maintenant pleinement. Paris était belle. La vie était belle. Et j'étais enfin complètement moi-même. 6 mois après ma rencontre avec Klaus, j'ai reçu un appel inattendu. Un historien de Lille, Monsieur Bertrand, spécialisé dans l'occupation. Il avait entendu parler de mon histoire par un ami commun. « Madame Dubois, votre histoire m'intéresse beaucoup. »
pas par curiosité malsaine, mais parce qu'elle représente des milliers de cas similaires dont personne ne parle. Ces femmes, ces enfants, ces histoires effacées, accepteriez-vous de témoigner? Pour l'histoire, j'ai hésité. Rendre publique l'histoire de maman? Son secret que j'avais découvert par accident? Je ne sais pas, monsieur. C'est tellement personnel. Tellement intime, justement. L'histoire n'est pas faite que de batailles et de traités. Elle est faite de vies humaines, de choix impossibles. Votre mère et des milliers comme elle méritent d'être comprises, pas jugées. J'ai promis d'y réfléchir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'imaginais maman lisant son histoire dans un livre. Aurait-elle voulu? Aurait-elle eu honte? Ou aurait-elle été soulagée que quelqu'un dise enfin la vérité? Le matin, j'ai appelé Klaus. Un historien veut documenter notre histoire. Qu'en penses-tu? Je pense, il a dit lentement, que le silence a causé assez de douleur. Peut-être qu'il est temps de parler. Pas pour nous. Pour toutes les autres familles qui portent encore des secrets. Nous avons accepté. Mais à une condition, nous raconterions l'histoire ensemble. Français et allemand. Les deux côtés de la même pièce. Monsieur Bertrand a commencé ses recherches. Il a retrouvé des archives incroyables. Le registre du café Le Coq d'Or. La liste des officiers allemands stationnés à Lille en 1943. Le nom de Friedrich apparaissait, lieutenant Friedrich Hoffmann, affecté à l'administration militaire, mars 1943 à juillet 1944. Il ne combattait pas directement, a expliqué l'historien. Il s'occupait de la logistique, des documents, un travail de bureau. Beaucoup d'officiers cultivés étaient affectés à ces postes. Il a trouvé autre chose. Un rapport de police français de septembre 1944, après la libération. Une enquête sur les collaborateurs. Le nom de Louisa Moreau y apparaissait avec une note soupçonnée de relation avec l'ennemi. Mariée à Pierre Dubois, résistant confirmé, avril 1944. Cas classé sans suite. Pierre l'avait protégé même des enquêtes officielles. Son statut de résistant avait blanchi maman. Encore une fois, il l'avait sauvée. Mais la découverte la plus bouleversante est venue d'Allemagne. Klaus avait fouillé dans les affaires de sa mère décédée. Au fond d'une malle, il a trouvé des lettres. Des lettres de Friedrich à sa femme envoyées de France. Il me les a scannées et envoyées. J'ai lu le cœur battant. Les premières lettres étaient banales. Ma chère Hilde, je vais bien. Le travail est ennuyeux mais supportable. J'espère rentrer bientôt. Puis, à partir de l'été 1943, le ton changeait. Il ne mentionnait jamais maman directement, mais on sentait quelque chose. J'ai découvert que même ici, dans ce lieu de guerre et de haine, il existe encore de la beauté, de la poésie, de l'humanité, et plus tard, je suis déchirée, Hilde, entre ce que je dois faire et ce que mon cœur me dit. Pardonne-moi si je ne suis pas l'homme que j'étais. La dernière lettre, juillet 1944, tout s'effondre. Nous allons bientôt partir vers le nord. Je ne sais pas si je survivrai. Si je ne reviens pas, sache que je t'ai aimé. Tu as été une bonne épouse. Klaus est mon trésor. Mais j'ai fait des erreurs. J'ai laissé mon cœur s'égarer. Je ne peux pas en dire plus. Pardonne-moi. Klaus, en m'envoyant ces lettres, avait écrit « Ma mère a souffert de ces mots énigmatiques toute sa vie. Elle ne comprenait pas. Maintenant je comprends. Il parlait de ta mère. Il demandait pardon à ma mère pour avoir aimé la tienne. Nous étions 3 orphelins de cette guerre. Klaus qui n'a jamais connu son père. Moi qui ai grandi dans le mensonge. Et Hilde, la première épouse, qui a senti qu'elle perdait son mari sans comprendre pourquoi. Personne n'a gagné, j'ai dit à Klaus au téléphone. Tout le monde a perdu quelque chose. C'est ça la guerre. Il n'y a pas de vrai gagnant. Monsieur Bertrand a organisé une conférence à l'université de Lille. Amour interdit sous l'occupation, histoire oubliée. Klaus est venu de Munich. Mes enfants étaient présents. Et moi, pour la première fois,
J'allais parler publiquement de maman. La salle était pleine. Étudiants, historiens, personnes âgées. Certains avaient leurs propres secrets familiaux, je le sentais. J'ai commencé, je m'appelle Marie Dubois. Jusqu'à mes 65 ans, je pensais connaître mon histoire. Un test ADN m'a appris que je me trompais. J'ai raconté. Maman et Friedrich. L'amour impossible. Pierre le Sauveur. Le secret de 65 ans. Klaus a parlé ensuite, en français hésitant. Mon père n'était pas un héros. Il a trahi sa femme. Il a abandonné son fils. Mais il n'était pas un monstre non plus. Il était un homme pris dans une situation impossible. Il a aimé 2 femmes. Il a fait des erreurs. Comme nous tous. Dans la salle, des larmes. Une vieille dame s'est levée, ma mère aussi, avec un soldat allemand. Elle a été tondue à la libération. Elle est morte sans jamais en parler. Merci de dire ce que personne ne voulait entendre. Puis un homme âgé. Je suis né en 45. Mon père officiel était résistant. Mais ma mère m'a avoué sur son lit de mort que mon vrai père était allemand. Je n'ai jamais su qui. Toute ma vie, j'ai porté cette question. D'autres se sont levés. Histoire après histoire. Secrets transmis, secrets enterrés. Enfants nés de l'ennemi. Famille déchirée. Honte silencieuse. On estime, a dit M. Bertrand, qu'entre 100 000 et 200 000 enfants sont nés de liaisons franco-allemandes pendant l'occupation. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup de familles gardent le secret. Ce n'est pas un détail de l'histoire. C'est une réalité humaine massive. Après la conférence, des dizaines de personnes sont venues nous parler. Certaines pleuraient. D'autres voulaient juste serrer ma main. Merci d'avoir parlé. Merci d'avoir dit la vérité. Une femme de mon âge m'a embrassée. Je viens de faire un test ADN. J'attends les résultats. J'ai peur. Mais vous me donnez du courage. Le soir, Klaus et moi étions épuisés mais en paix. Nous avons marché dans l'île, vers l'endroit où se trouvait le coq d'or. Ils se sont tenus ici, a dit Klaus. Friedrich et Louisa, 2 jeunes gens amoureux au mauvais moment. Si la guerre n'avait pas eu lieu, j'ai dit, ils ne se seraient jamais rencontrés. Je n'existerais pas. Toi non plus, d'une certaine façon, parce que ton père serait peut-être mort dans un autre contexte. La guerre crée et détruit en même temps. Klaus a réfléchi. Elle nous a créés, toi et moi, mais elle a détruit nos parents. Nous avons regardé la boutique de vêtements qui occupait maintenant l'ancien café. Des mannequins dans la vitrine. La vie moderne qui efface les traces du passé. Mais nous sommes ici, j'ai dit. Nous sommes leur héritage. Pas la honte, pas le secret, mais la réconciliation. L'amour plus fort que la haine. Klaus a sorti son téléphone, a pris une photo de nous 2 devant l'ancien café, pour nos petits-enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent. Toute la vérité. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel à Lille, j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer. Il n'y avait personne à qui l'envoyer. Mais j'avais besoin de l'écrire. Chère maman, cher papa Pierre, cher Friedrich. Vous 3, mes parents. Je sais tout maintenant. Et je ne suis pas en colère. Je comprends. La guerre vous a tous brisés à votre manière. Mais vous avez fait de votre mieux. Maman, tu as survécu. Pierre, tu as aimé. Friedrich, tu as essayé d'être humain dans un monde inhumain. Grâce à vous 3, je suis ici. Forte, entière, avec une famille élargie qui traverse les frontières. Vous n'avez pas échoué. Vous avez réussi. Parce que moi, votre fille, je vis. Et je porte votre histoire avec fierté. Merci. Je vous aime tous les 3. Marie, j'ai plié la lettre. Je l'ai gardée dans mon portefeuille, près de mon cœur, où elle resterait. 1 an après la découverte. Décembre 2024. Ma famille entière, française et allemande, s'est réunie à Paris pour Noël. Klaus et les siens, mes enfants, mes petits-enfants. 16 personnes autour de ma table. J'ai regardé ces visages.
Français, Allemands, jeunes, vieux, tous connectés par un secret devenu histoire, par un amour interdit devenu héritage. Clara, ma petite fille de 17 ans maintenant, a demandé « Grand-mère, est-ce que tu peux nous raconter encore ?» Comment c'était quand tu as découvert? Encore? Sophie a souri. Tu connais l'histoire par cœur. Oui, mais j'aime l'entendre de grand-mère. C'est notre histoire, notre histoire. Plus mon secret. Notre histoire commune. J'ai raconté une fois de plus. Le test ADN. Le choc. Klaus. Les lettres. Friedrich et Louisa. Pierre le héros silencieux. Et les enfants écoutaient, même ceux qui connaissaient déjà chaque mot. Après le dîner, nous avons fait quelque chose de spécial. J'avais préparé un album photo, pas un album ordinaire. Un album de réconciliation. D'un côté, les photos de la famille Dubois. Pierre et Louisa, leurs parents. Les dimanches en famille. Les Noëls d'avant. De l'autre côté, les photos de la famille Hoffmann. Friedrich jeune. Sa femme Hilde. Klaus bébé dans les bras de sa mère. Les Noëls allemands. Et au centre, les nouvelles photos. Klaus et moi devant la tombe de Friedrich. Nos deux familles à Munich. La conférence à Lille. Noël ensemble. Vous voyez, j'ai dit aux petits-enfants, voici d'où vous venez. De deux pays qui se sont fait la guerre. De trois personnes qui ont fait des choix difficiles. De secret et de courage. Julien, 15 ans maintenant, a touché la photo de Friedrich en uniforme. Il avait l'air gentil, même en uniforme ennemi. Il était gentil, a dit Klaus. Ma mère disait qu'il ne voulait pas de cette guerre. Il jouait du piano. Il écrivait des poèmes. Mais il a été appelé. Il n'avait pas le choix. Comme beaucoup d'hommes, j'ai ajouté. La guerre prend des gens ordinaires et les force à faire des choses extraordinaires. Bonnes ou mauvaises. Marcus, le fils de Klaus, a parlé. Mes enfants, à l'école, ont étudié la Seconde Guerre mondiale cette année. Quand la professeure a parlé de l'occupation de la France, mon fils Max a levé la main. Il a dit « Ma grand-tante est française ». Son père était allemand, mon arrière-grand-père. Ils se sont aimés pendant la guerre. Toute la classe était silencieuse. Comment a réagi la professeure? J'ai demandé. Elle a dit que c'était une histoire importante, que l'histoire n'est pas seulement noir et blanc, qu'il y a des millions de nuances de gris. Elle a demandé si je pouvais amener des documents. Nous avons fait une présentation sur notre famille. Mon cœur s'est gonflé de fierté. Vous voyez? La honte devient enseignement. Le secret devient lumière. Ce soir-là, Klaus et moi sommes sortis sur le balcon. Paris brillait sous les lumières de Noël. « Tu te souviens ?» a-t-il dit. « Il y a 1 an, nous ne nous connaissions pas. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Moi non plus, grand frère. Parfois, je pense à nos parents. Les 3. Ce qu'ils diraient s'ils nous voyaient ensemble comme ça. Je pense que maman pleurerait de soulagement. Que le secret est enfin sorti et que le monde n'a pas explosé. Que ses petits-enfants connaissent la vérité et l'acceptent. Mon père, Klaus a réfléchi, serait probablement bouleversé. Découvrir qu'il a une fille qu'il n'a jamais connue. Mais aussi heureux, je pense, de voir que de son amour impossible est né quelque chose de beau. Toi, ta famille, et Pierre, j'ai dit doucement, sourit simplement, parce qu'il savait depuis le début que l'amour choisi est le plus fort. Il m'a aimé en sachant que je n'étais pas sa fille biologique, et cet amour était réel. Peut-être plus réel que le sang. Le lendemain était le 24 décembre. J'avais organisé quelque chose de particulier. Nous sommes tous allés au Père-Lachaise, toute la famille. Devant la tombe de Pierre et Louisa, j'ai présenté Klaus officiellement. « Maman, papa, voici Klaus. Le fils de Friedrich. Mon frère. Voici ses enfants, ses petits-enfants. Votre famille élargie. » Klaus a posé des fleurs. « Merci, Pierre, d'avoir protégé ma sœur et sa mère. Vous étiez un homme bon. Je regrette de ne pas vous avoir connu.
les petits-enfants ont chanté une chanson de Noël, en français et en allemand mélangés. Les mots se mélangeaient, créant quelque chose de nouveau, de beau. Un gardien du cimetière passait. Il s'est arrêté, surpris par ce grand groupe autour d'une tombe. Puis il a souri et a continué son chemin. Au Père-Lachaise, on voit toutes sortes de familles, toutes sortes d'histoires. Après, nous avons fait le long voyage en Normandie, au cimetière allemand de la Cambe. Sous un ciel gris d'hiver, nous avons trouvé la tombe de Friedrich. Cette fois, c'était moi qui guidais. Voici mon père biologique. Celui que je n'ai jamais connu mais qui vit en moi. J'ai posé des roses blanches. Friedrich, voici ta famille. Klaus que tu as connu bébé. Ces enfants et petits-enfants que tu n'as jamais imaginés. Et moi, ta fille, fruit de ton amour pour Louisa. Nous sommes tous là, ensemble. Clara a lu un poème qu'elle avait écrit pour l'occasion. Un poème sur la guerre, l'amour, les frontières qui tombent, les familles qui se retrouvent. Sa voix tremblait, mais elle a continué jusqu'au bout. Quand elle a terminé, il y avait des larmes sur tous les visages. Même Julien, qui a 15 ans, pense qu'il est trop grand pour pleurer. Je crois, a dit Thomas, mon fils, que c'est ça, le vrai héritage. Pas la honte, pas le secret, mais ça. L'amour qui survit à la guerre, les familles qui se réunissent, malgré l'histoire. C'est ce que grand-mère Louisa et Friedrich nous ont donné sans le savoir. En rentrant à Paris ce soir-là, épuisé mais en paix, Klaus m'a demandé « Tu regrettes d'avoir fait ce test ADN? D'avoir ouvert cette boîte de Pandore ?» J'ai réfléchi longuement. Non, pas une seconde. Oui, ça a été douloureux. Oui, ça a bouleversé tout ce que je pensais savoir. Mais regarde ce que nous avons gagné. Une famille, une histoire, une vérité et des réponses, a ajouté Klaus. Toute ma vie, je me suis demandé comment était mon père. Maintenant, grâce à ta mère, grâce à toi, je sais. Il était capable d'aimer malgré la guerre. C'est un beau legs. La veille de Noël, toute la famille réunie dans mon salon, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai pris la vieille boîte en métal de tante Jeannette. Celle avec les photos, les lettres, les secrets. Cette boîte, j'ai dit, contenait des secrets qui faisaient honte. Maintenant, elle contient notre histoire dont nous sommes fiers. Je veux que chacun de vous, les jeunes surtout, prenne quelque chose. Une photo, une copie de lettre. Gardez-la. Transmettez-la à vos enfants. Que cette histoire ne soit jamais oubliée. Les petits-enfants se sont approchés avec révérence. Chacun a choisi quelque chose. Clara a pris une photo de Louisa jeune. Julien a choisi la lettre de Friedrich. Max, le petit-fils de Klaus, a pris une photo de Friedrich en uniforme. Pour ne jamais oublier, a dit Max, que même en temps de guerre, les gens restent des gens. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai ouvert mon journal. J'écris dedans depuis 1 an maintenant, documentant tout. J'ai écrit décembre 24 2024. 1 an et 3 semaines depuis la découverte. Ma vie a changé complètement. J'ai gagné un frère, une famille, une histoire. J'ai perdu l'innocence, la simplicité de mon identité. Mais j'ai gagné tellement plus que j'ai perdu. Je sais qui je suis maintenant. Vraiment. Complètement. Je suis Marie, fille de 3 parents. Française et allemande. Enfant de la guerre et messagère de la paix. Je suis un pont entre les mondes. Et c'est magnifique. J'ai fermé le journal. Éteint la lumière. À travers le mur, j'entendais les voix douces de ma famille. Français et allemand mélangés. Ryers. Chanson. Wir. Et j'ai su que maman, où qu'elle soit, souriait enfin. Son secret était libre. Sa fille était heureuse. Sa famille était entière. La guerre avait pris tant de choses. Mais l'amour avait gagné finalement. L'amour gagne toujours.